Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité cette semaine est la députée européenne Elisabeth Morin-Chartier. Bonjour. Bonjour. Nous sommes à 2 mois des élections européennes. Avez-vous aujourd'hui la certitude d'être sur la liste conjointe En Marche Agir ? Je suis candidate à la candidature et donc comme c'est une liste conjointe, on sait maintenant que Nathalie Loiseau, depuis hier soir, est candidate à être tête de liste depuis jeudi soir et maintenant la liste va être bâtie. Vous savez, moi... 2 mois, on est qu'à 2 mois des élections et vous ne savez toujours pas si vous êtes sur la liste, c'est quand même... Non, si j'étais allemande, je le saurais depuis l'année dernière, hein, vous le savez bien. Mais si vous voulez... Qu'est-ce qui me pousse à recandidater ? Oui, c'est une question que j'allais vous poser, effectivement. Je pensais bien que vous l'aviez dans la tête. C'est parce que je suis pour une Europe sociale, une Europe humaniste. Et aujourd'hui, cette Europe des libertés, cette Europe sociale et cette Europe humaniste, elle est menacée. Et moi, je suis partie dans la bataille pour la défendre. Ce sont mes valeurs. Vous êtes parti dans la bataille, mais pardon, encore une fois, je reviens sur des choses un peu très concrètes, mais à quelle place ? Parce que vous n'avez pas de garantie aujourd'hui d'être sur une place, déjà d'être sur la liste, d'être sur une place éligible, ça ne vous effraie pas ? Non, moi, vous savez, quand on fait de la politique, on est habitué à prendre ses décisions. Je prendrai mes décisions en fonction de la place qu'on me proposera. Ce que je sais, c'est ce que je peux apporter à une liste d'union. On va bien sûr en parler, évidemment. Mais alors, ce que vous pouvez apporter, est-ce que vous avez dû faire votre propre publicité auprès de Stéphane Séjourné, qui, je rappelle, un ancien socialiste poitevin, qui est aujourd'hui directeur de campagne pour En Marche sur ces européennes-là. Est-ce que vous avez dû vous vendre, finalement ? J'ai pas à me vendre. C'est mon travail. C'est mon travail et mon bilan. Je viens de faire 17 directives, et en particulier la directive sur les travailleurs détachés. Tout le monde la connaît, cette directive. C'est mon identification au niveau européen. Et je dois vous dire une chose, Jérôme Villain, il faut que vous sachiez. J'ai travaillé avec ce gouvernement comme j'ai travaillé avec aucun gouvernement précédent pour faire cette directive qui était absolument essentielle dans la politique gouvernementale. J'ai travaillé avec Muriel Pénicaud, j'ai travaillé avec Marlène Schiappa sur la lutte contre le harcèlement, avec la politique mise en place au niveau du Parlement européen, et j'ai travaillé avec l'Élysée en prise constante. Voilà, c'est mon travail. Et puis... Je dois dire qu'au Parlement européen, je suis bilingue. Mais vous l'avez rencontré, Stéphane Séjourné, je reviens encore là-dessus. Bien sûr que j'ai rencontré Stéphane Séjourné, bien sûr que j'ai rencontré Clément Beaune, conseiller Europe du Parlement, du président de la République. Et pas de garantie aujourd'hui sur votre présence sur une place éligible ? Mais pourquoi voulez-vous une garantie ? Est-ce que j'ai besoin d'une garantie aujourd'hui ? Moi, je dors sur mes 2 oreilles. Vous savez pourquoi je dors sur mes 2 oreilles ? C'est parce que j'ai fait mon travail. J'ai le sentiment d'avoir rempli complètement le mandat pour lequel on m'avait élu. J'ai bossé. Et au Parlement européen, vous ne pesez pas si vous ne bossez pas. J'entends bien, mais Elisabeth Vergnaud, qui était, comme vous, a travaillé beaucoup... Bernadette Vergnaud, qui travaillait beaucoup aussi, socialiste, ça n'a pas empêché de ne pas être reconduite sur une liste. Mais ça peut arriver. Mais de toute façon, si c'est ça, il y a une vie à côté de la vie de parlementaire européenne. Si vous êtes donc sur la liste et si vous êtes élu, dans quel groupe politique serez-vous au Parlement européen ? Les conservateurs du PPE ou les libéraux de la LDE ? Alors attention, il y a un groupe de conservateurs, il y a le PPE et puis il y a la LDE. C'est 3 groupes différents. Je siégerai bien sûr avec la liste sur laquelle je serai. Vraisemblablement, le groupe des libéraux et démocrates, c'est-à-dire le groupe dans lequel siégeait Simone Veil quand elle était présidente du Parlement européen. Aujourd'hui, je siège au PPE. Mais vous savez, moi, je ne quitte pas ma ligne politique, sociale et humaniste. Le monde bouge autour de moi. Il y a des gens qui ont des positions que je n'approuve pas, que ce soit dans mon ex-parti national, dont je suis partie depuis 1 an, ou que ce soit au niveau du Parlement européen, dans le groupe PPE,
où je n'approuve ni la politique d'Orban, ni la politique de Kaczynski en Pologne. Et je l'ai montré politiquement depuis un an, tous mes votes le prouvent. Alors, à propos de la LDE, l'Alliance des démocrates et des libéraux en Europe, ce parti politique a annoncé cette semaine qu'il renonçait finalement à ses financements privés, un sponsoring de à peu près 128 000 euros, les chiffres varient hein, selon les médias, depuis 2014, en provenance donc de grands groupes industriels, comme par exemple Bayer Monsanto, fabricant du glyphosate. Attention, Jérôme Villa, vous venez de faire une confusion. Vous venez de parler de partis politiques. Or, au Parlement européen, ce sont des groupes politiques. On va sur les mots, d'accord. Non, on ne joue pas sur les mots. Le parti politique, c'est le parti politique européen. J'entends bien. Au groupe politique, vous avez plusieurs partis politiques différents. Il n'empêche, ce sponsoring, c'est comme ça que ça s'appelle visiblement, est-ce qu'on ne peut pas s'étonner de la méfiance, voire de la défiance des Français vis-à-vis d'une Europe où il y a des lobbies aussi importants, comme en l'occurrence, encore une fois, Bayer Monsanto, alors que voilà, on parle du glyphosate depuis plusieurs mois, plusieurs années, et ça pose problème, non? C'est bien la raison pour laquelle, en tant que premier questeur du Parlement européen, j'ai poussé pour que nous ayons une liste de lobbies qui soient sanctuarisés, qui soient homologués pour venir au Parlement européen et d'autres qui en sont exclus. Hein? Donc c'est une politique de transparence. Et prenons la directive travailleurs détachés. Moi, j'ai rencontré des lobbies pour les travailleurs détachés. J'ai rencontré les syndicats danois. C'est un lobby. J'ai rencontré Business Europe, c'est un lobby. J'ai rencontré la Confédération européenne des syndicats, la Fédération européenne des transporteurs routiers. Donc tout ça, ce sont des lobbies. Est-ce qu'on peut faire notre travail sans rencontrer ces gens-là? Je ne parle pas de rencontre, je parle d'argent qu'ils donnent. Ah oui, alors là, l'argent... Au niveau du Parlement européen, pour le coup, est le parti qui en reçoit le plus, la formation politique qui en reçoit le plus au Parlement européen. Au niveau du Parlement européen n'ont pas le droit... Ça ne me gêne pas. Mais la preuve que ça me gêne, c'est parce que nous l'avons interdit au niveau du Parlement. C'est interdit au Parlement. Sauf que des journalistes allemands ont révélé que la présidence roumaine du Conseil de l'Union européenne était sponsorisée par la firme américaine Coca-Cola, une pratique donc, qui jette là aussi le doute sur l'influence et le poids des lobbies jusqu'au sommet de l'Union. Citer la Roumanie comme un exemple, comme le bon exemple de l'Europe. Elle nous donne suffisamment de peine, cette Roumanie. Le verre, il n'est pas dans le fruit depuis longtemps, Elisabeth Chartier, par rapport à cet argent et monde politique, monde de l'argent, monde industriel. Vous savez, un député qui fait son travail, il écoute, mais il est indépendant pour écrire ses amendements et faire ses rapports. Vous vous rendez compte de... Vous ne touchez pas d'argent. Et nous sommes soumis à des déclarations d'intérêt financier tous les ans. Tous les ans. Beaucoup plus que les députés français à l'Assemblée nationale. Et je crois que sur ce point-là, si vous voyez de près le fonctionnement du Parlement européen, le Parlement européen n'a aucune leçon à avoir de la France. Au niveau du Parlement, oui. Je ne vous parle pas des partis qui sont extérieurs. Mais au niveau du Parlement, oui. Et je dois vous dire une chose, c'est qu'en tant que premier questeur, je suis à la tête de la guerre sur la transparence et sur la moralisation de la vie politique, à la tête de la guerre. Et je peux vous donner des exemples. Vous êtes l'un des eurodéputés français les plus assidus, on le sait, hein, et les plus actifs, avec un taux de participation au vote de 99,35% et 223 interventions en séance plénière. Et puis donc votre bâton de maréchal, hein, si je peux me permettre l'expression, c'est bien sûr la directive sur les travailleurs détachés que vous avez fait passer l'an dernier. Pourtant, le problème reste entier, comme on va le voir avec ce reportage réalisé par nos confrères de la rédaction nationale de France 3. Il n'a que quelques kilomètres à parcourir, mais comme chaque matin, Édouard Jacques quitte la France et passe 2 frontières pour se rendre à son travail. Sur votre gauche, vous avez la Belgique, et sur votre droite, vous avez le Luxembourg qui est là. Dans cette zone où 200 000 personnes naviguent chaque jour d'un pays à l'autre, lui a décidé d'ouvrir un garage en Belgique. Pour recruter son personnel, il s'est adressé à une agence d'intérim au Luxembourg, qui a, elle, recruté des travailleurs en France. Ils sont donc passés sous statut luxembourgeois, puis ont été détachés en Belgique. Un système très attractif pour ses salariés. Déjà, il y a déjà plus de travail du côté du Luxembourg, pour la paye aussi. On est un peu plus payé. Le détachement avantage aussi son patron, puisqu'il paye les charges luxembourgeoises, beaucoup moins élevées. Mais pour Édouard Jacques,
ce recours correspond surtout à une pénurie de main-d'œuvre. Aujourd'hui, pour trouver un mécanicien, vous avez déjà des difficultés à le trouver. Alors, vous le trouviez au Luxembourg, en Belgique ou en France, on n'est pas dans les stratégies de contournement. Systématiquement, au bout d'une période, ils ont été CDIsés. Malgré un règlement très strict, le détachement produit parfois des situations ubuesques. Comme ces 45 000 Français détachés chaque année dans leur propre pays, en France. La plupart passent par ici, au Luxembourg. La petite ville d'Esch-sur-Alzette concentre à elle seule une cinquantaine d'agences d'intérim. Mais ici, plus personne ne veut parler de détachement. C'est donc en caméra cachée que nous sommes allés demander comment travailler en France tout en bénéficiant des avantages luxembourgeois. Voilà, il faut faire un mois au Luxembourg complet et après on peut détacher la personne en France en contrat luxe. Donc voilà, et c'est une période de 2 ans. Et tous les 2 ans pour venir 3 mois sur le territoire et vous repartez encore pour 2 ans. Mais selon un autre responsable d'agence, certains ne respecteraient même pas cette règle. On a des gens qui sont amenés à jamais voir le Luxembourg alors qu'ils sont en contrat luxembourgeois. Ils vont les passer sous contrat luxembourgeois alors que c'est un résident français qui va opérer sur un chantier en France pour une société française. Traquer les fraudes comme celle-ci, c'est justement la mission de ce fonctionnaire. Bonjour, c'est l'inspection du travail. Sur ce chantier de la région parisienne, ce ne sont pas des Français, mais des Portugais qui sont soupçonnés de fraude. Vous avez la carte BTP? Non. Comment ça? Oh non. L'inspecteur du travail va vérifier s'ils sont détachés de façon permanente sur le territoire français. Il a été embauché ici en France. Il habite au Portugal? Oui. Mais comment il a fait pour être embauché en France? Je travaille avec une entreprise portugaise. Si c'est une entreprise portugaise, il est embauché au Portugal. Ces gens-là qui sont détachés sont certainement déclarés, mais ça reste à vérifier, par leur entreprise auprès des organismes sociaux portugais, mais n'ont jamais travaillé pour cette entreprise-là sur le territoire portugais. L'inspecteur poursuit son contrôle sur un autre chantier avec d'autres travailleurs détachés de la même entreprise. Ici, les salariés ne laissent plus aucun doute sur la fraude. Vous travaillez aussi, vous avez travaillé au Portugal ou pas? Non, pas du tout. Moi, je travaille qu'en France. Moi, au Portugal, je ne travaille pas. Une pratique qui permet à son employeur de payer ses cotisations au Portugal à un coût bien moins élevé qu'en France. Je vais m'orienter vers une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité parce que je pense pouvoir démontrer que l'entreprise portugaise a une activité permanente, stable et continue sur le territoire français. Face à ces abus, la France a décidé d'augmenter le nombre d'inspections de 20 000 à 24 000 contrôles annuels. Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec Elisabeth Morin-Chartier. Quand on regarde ce reportage, on se dit que finalement, rien n'a changé. Ah mais non, ce reportage décrit la situation qui est actuellement en place et qui est issue de la directive de 96. La directive que j'ai travaillée et qui change la situation, et sur la ligne politique à travail égal, salaire égal sur le même lieu de travail, elle va rentrer en application dans les 27 États membres le 1er juillet 2020, puisque vous savez qu'il y a... C'est un très très bon exemple de la raison pour laquelle j'ai fait cette directive. Parce que ces détachements en cascade sont interdits par la nouvelle directive, mais tous les États membres ont jusqu'au 1er juillet 2020 pour intégrer la nouvelle directive. Alors, on refait ce reportage l'année prochaine pour voir les effets de la directive. On voit bien que le bras armé, ce sont les inspecteurs et les contrôleurs du travail. Le nombre de contrôles du travail a considérablement baissé en France. Les syndicats pointent du doigt Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, accusée d'amoindrir l'efficacité de l'inspection du travail. Vous en pensez quoi? Ça n'est pas uniquement le problème des inspections. C'est aussi le problème de la circulation de l'information et des documents entre les différents États membres pour pouvoir avoir un contrôle et une lutte contre la fraude tout à fait valable. C'est la raison pour laquelle, parallèlement à ma directive sur les travailleurs détachés, nous avons mis en place une autorité européenne du travail qui, elle, va réguler la réponse des États véreux qui envoient indûment des travailleurs détachés de façon frauduleuse et les exploitent de façon frauduleuse. Et comme ça, avec cette autorité européenne du travail, nous pourrons soulager et rendre plus efficaces les contrôles des inspecteurs du travail. Ça n'est pas qu'une affaire nationale, c'est une affaire nationale,
contrôle au niveau national, autorité européenne du travail au niveau européen, pour surveiller. Juste un mot au départ, cette directive sur les travailleurs détachés, à l'origine, hein, c'était pour les emplois, les métiers à haute valeur qualifiée. Est-ce qu'elle n'avait pas été dévoyée? Finalement, on voit bien qu'aujourd'hui, ce sont pour les main-d'œuvre, les salariés les moins qualifiés. Vous savez, Jérôme Villain, aujourd'hui, il y a des secteurs qui manquent de travailleurs. Je pense en particulier dans le secteur de la construction. Prenons l'exemple de la Savoie et de la Haute-Savoie. Ce sont des régions à fort tourisme, un grand besoin de construction sur une très faible période de construction possible. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des travailleurs détachés qui viennent compléter les effectifs sociales français. sont différentes selon les pays de l'État membre. Alors, parallèlement, c'est ce qu'est en train de faire le socialiste français Guillaume Balas, c'est la convergence des régimes de sécurité sociale. C'est la priorité aujourd'hui. Ah oui, le texte est sur la table. J'espère que nous allons le finir avant la fin de cette mandature. Alors, Emmanuel Macron dit souhaiter une convergence sociale et des salaires minimum en Europe, alors que la nouvelle patronne de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, a clairement refusé l'européanisation des systèmes sociaux du salaire minimum, qui serait selon elle une mauvaise voie. Comment l'Union européenne pourra-t-elle trouver un terrain d'entente si le fameux couple franco-allemand est en désaccord sur une question aussi cruciale, Elisabeth Morin-Chartier? Moi, quand je suis arrivée au Parlement européen, il y a 12 ans, on m'a dit, tu sais, tu ne pourras jamais rien faire passer sans les Allemands. Aujourd'hui, ma directive travailleurs détachés, elle est passée avec 70% des voix au Parlement européen sans les Allemands. Et vous savez pourquoi? Parce que la grande industrie automobile allemande utilise des travailleurs détachés. Là, on parle d'une stratégie politique globale, sociale, c'est quand même pas pareil, il y a des grosses divergences. Les temps changent. Aujourd'hui, ce qu'il faut au Parlement européen, c'est savoir faire des majorités. Et aucun groupe politique n'a la majorité. Il faut le faire, même pas à 2, à 3, à 4. Ma directive travailleurs détachés, je l'ai fait avec 5 groupes politiques. C'est quoi un salaire minimum européen si, comme le souhaite Emmanuel Macron, il est adapté à chaque pays? Vous comprenez qu'aujourd'hui, le salaire minimum au Luxembourg, c'est 2200 € par mois. Le salaire minimum en Bulgarie, c'est 250 € par mois. Il ne faut pas laisser croire que toute l'Europe va passer avec un SMIC européen à 2200 €. Vous comprenez bien qu'il faut un salaire minimum pour garantir une Europe convergente qui ne soit pas une Europe du moins-disant social. C'est au contraire exactement dans le sens inverse que nous travaillons. Le salaire minimum serait plus proche du salaire luxembourgeois de base que celui de la Bulgarie? Il faut que le salaire minimum soit adapté au niveau moyen de vie du pays dans lequel il est calculé. L'actualité européenne est en ce moment, vous le savez bien, dominée par l'indécision des Britanniques concernant le Brexit. Cette semaine, la Chambre des communes a voté alors à la fois contre l'accord proposé par Theresa May et contre toute sortie également de l'Union européenne sans accord, pour ensuite voter un report du Brexit. Bref, on ne sait plus trop ce que veulent les parlementaires britanniques. Est-ce que vous le savez, par exemple ? Je pense que les parlementaires britanniques ne savent pas ce qu'ils veulent parce qu'il y a deux visions totalement opposées. Certains qui veulent un accord et ils sont minoritaires et d'autres qui ne veulent pas d'accord. Le problème crucial, c'est le problème de la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Mais ce n'est pas qu'un problème de frontière, c'est un problème de paix là-bas. Et c'est un problème sur lequel Michel Barnier a été particulièrement intransigeant. Je pense que dans tout cela, il va y avoir des morts. Theresa May va en sortir cramée, carbonisée, parce qu'il y a un nouveau vote semaine prochaine pour savoir s'il y a un report au 30 juin pour trouver un accord. Mais quel accord maintenant? Sur quelle base? Que les Britanniques doivent mettre sur la table. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'on ne va pas finalement vers la mort lente du Brexit? Est-ce que ce n'est pas votre sentiment? On peut aller vers la... On ne peut pas savoir aujourd'hui. On ne peut pas savoir. Mais je sais qu'on avait le meilleur négociateur possible, Michel Barnier. Et en fait, si Michel Barnier ne peut pas réussir ça, les Anglais sont vraiment suicidaires.
Vous pensez, allez donc expliquer aux ouvriers qui fabriquent les Mini ou qui fabriquent d'autres produits en Grande-Bretagne que nous importons, qu'ils vont perdre leur emploi à cause du Brexit. Est-ce que vous allez l'expliquer, par exemple, chez Triomphe, qui fabrique des motos, qui vont perdre leur emploi parce que il y a le Brexit et qu'il va y avoir des droits de douane qui vont fragiliser les produits? Des motos qui sont plus souvent maintenant fabriquées en Asie. C'est possible. Je vois que vous êtes spécialiste, oui, je ne le suis pas, donc je vous laisse cette spécialité bien volontiers. Mais ce sont des centaines de milliers d'emplois qui sont menacés en Grande-Bretagne. Voilà ce que c'est. Et quand il y en a qui parlent du Frexit en France, il faut aussi dire qu'avec cette sortie de l'Europe, c'est la menace de disparition vraiment d'emplois. Mais un deuxième point, c'est que c'est aussi une vraie menace pour l'ensemble des Britanniques qui habitent ailleurs en Europe. C'est une vraie menace pour les Français qui habitent à Londres. La Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace ou encore Oxfam ont déposé jeudi une requête contre l'État pour inaction climatique devant le tribunal administratif de Paris. On le voit, il y a des manifestations de lycéens ce vendredi, samedi de tout le monde pour sauvegarder la planète et le climat. Pour les associations qui ont déposé donc cette requête, la France est sur la mauvaise trajectoire, disent-elles, avec des émissions de gaz à effet de serre qui repartent à la hausse depuis 2015 et une empreinte carbone qui ne s'est même pas améliorée depuis 1995. Au même moment, on voit Emmanuel Macron se faire le chantre de l'écologie sur la scène internationale. Certains parlent d'une schizophrénie entre les paroles d'un côté et les actes de l'autre. Qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que vous savez, au niveau européen, ça fait longtemps qu'on voit la schizophrénie entre le niveau européen et le niveau français. Je vois des tas de gens dire qu'ils sont pour une politique européenne en matière climatique et ne pas la faire dans leur domaine national. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau européen, et j'étais encore hier avec Yannick Jadot, nous sommes extrêmement clairs sur les objectifs d'ici 2030 et d'ici 2050, sur la réduction des gaz à effet de serre, sur la protection des climats, sur la meilleure isolation des maisons, des bâtiments publics. Attendez, les bâtiments publics, l'isolation des bâtiments publics, c'est un problème absolument considérable. Il faut que l'État le prenne en charge. Donc, oui, c'est lourd. Donc, mais aux jeunes qui manifestent aujourd'hui, ce week-end, sur le qu'ils climat, regardent la l'Europe va vous politique protéger. européenne, c'est leur tableau de bord, et c'est là-dessus qu'ils doivent fixer l'aiguille de leur compteur pour exiger qu'au niveau national et local, on puisse embrayer sur cette politique européenne. Un mot sur Benoît Biteau, conseiller régional Nouvelle-Aquitaine, qui sera sur la liste Europe Écologie Les Verts pour les européennes. Alors un paysan bio du Poitou-Charentes candidat, même s'il n'est pas du même bord politique que vous, évidemment. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Mais vous savez, moi, les étiquettes, ça me gratte. Et au niveau européen, vous ne pouvez plus parler d'étiquettes. Vous avez besoin de travailler avec tout le monde. Pourquoi? Il fera un bon député européen, Benoît Biteau. Eh ben, écoutez, on va le voir. Il faut passer à l'épreuve du feu. Mais il faut savoir tisser le consensus, c'est-à-dire écouter, comprendre et respecter la position de l'autre, que ce soit Benoît Biteau, vert du Poitou-Charentes, ou que ce soit un Polonais, un Hongrois, un Suédois, qui ont des positions différentes. Parce qu'il va falloir trouver le terme qui va nous mettre tous d'accord. Tisser le consensus. Ensuite, il faut construire la majorité. Et ce ne sont pas les Verts qui ont la majorité, ce n'est pas le PPE, c'est tous ensemble ceux qui sont sur la même ligne. Et puis à la fin, étape très importante pour un député européen, et si Vincent Biteau peut se préparer, il faut le faire comme ça. Il faut savoir négocier, parce qu'à la table des négociations, ça se passe avec les représentants des chefs d'État et de gouvernement. Et donc, si vous ne savez pas négocier, ben vous repartez en arrière, vous redescendez la pente. Ça, c'est un mot, ça c'est pour Laurent Wauquiez, vous dites ça? Oh ben c'est pour tout le monde. C'est pour tous ceux qui sont députés européens en fin de mandat aujourd'hui et pour tous ceux qui seront députés européens dans le prochain mandat. Quelques mots de politique intérieure, si vous voulez bien. Jacques Toubon, le défenseur des droits, a mis en cause le gouvernement concernant le recul des services publics et des libertés. Il demande en outre la suppression des LBD, les fameux flashballs, qui ont fait de nombreux blessés parmi les Gilets jaunes. Êtes-vous d'accord avec lui ?
Écoutez, moi, j'ai beaucoup travaillé avec Jacques Toubon. Je me suis toujours très bien entendue politiquement avec lui. Ce n'était pas gagné d'avance. Mais aujourd'hui, je suis au niveau européen un très grand défenseur des libertés. Et je suis extrêmement inquiète de ce qui se passe, particulièrement sur la liberté de la presse. Et des manifestants ? De la liberté de la presse. Ça veut dire qu'en Pologne, moi j'ai des collègues à moi, députés européens, dont les marionnettes ont été pendues sur la place du village. Vous croyez que c'est normal ? Est-ce qu'il faut supprimer le LBD ? Supprimer, je ne sais pas. Encadrer l'usage, ça c'est évident. Un mot sur la privatisation de l'aéroport de Paris. Souhaité par le gouvernement, pardon, est-ce que vous y êtes favorable ? J'ai aucun avis sur la privatisation des aéroports. Ce que je pense, c'est que les aéroports doivent desservir un territoire et j'aimerais bien que Poitiers puisse conserver son aéroport avec une ligne de service digne de ce nom. Je vous signale que lundi matin, la ligne HOP qui dessert l'aéroport de Poitiers était encore pas présente à l'heure de l'avion. Jean-Pierre Raffarin doit-il rester aux Républicains ? Jean-Pierre Raffarin a été Premier ministre. Il est de droit chez les Républicains. Donc, il est libre. Moi, en ce qui me concerne, j'ai pris ma décision le 21 février 2018. Justement, il ne l'a pas prise. En tout cas, il reste chez les Donc, Républicains. j'ai été très claire. La ligne des Républicains a bougé. Moi, je suis restée sur ma ligne sociale. Vous le connaissez très bien. C'est un ami, c'est un de vos amis. Est-ce que ce que vous lui dites aujourd'hui à Jean-Pierre Raffarin, viens nous rejoindre, reste pas chez les Républicains ? Il s'est clairement positionné pour soutenir la liste Macron aux élections européennes. Je rappelle que pour la première fois, d'ailleurs, les inscriptions sur les listes électorales pour les européennes sont possibles jusqu'au 31 mars. 3 mandats, Elisabeth Morin-Chartier. Est-ce que ça ne suffit pas en 15 secondes. Écoutez, si vous étiez un journaliste allemand, vous seriez réjoui qu'on puisse avoir un député européen qui pèse. Les Allemands disent un mandat pour apprendre, un mandat pour comprendre, un mandat pour diriger. Et je peux vous dire que eux, 5 mandats, ils y sont encore et ils dirigent. Merci Elisabeth Morin-Chartier d'avoir accepté notre invitation. Pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. La semaine prochaine, je recevrai Bruno Belin, président Les Républicains du Conseil départemental de la Vienne, pour leur place au journal régional. Excellente journée à toutes et à tous.